4 minutes. À peine le temps d'un souffle, mais assez pour marquer l'histoire pendant longtemps. Quelques instants plus tôt, Donald Trump venait d'achever une charge virulente contre Sébastien Lecornu et contre la ligne française sur la guerre en Ukraine. Assis face au premier ministre français, il affichait ce sourire hautain qu'on lui connaît bien, persuadé d'assister, comme souvent, à une reddition polie. Mais la scène prit soudain une tournure inattendue. Lecornu se leva, calmement, et prononça quelques phrases qui glacèrent littéralement la délégation américaine. La salle entière comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un banal échange diplomatique. Ce moment allait devenir autre chose. L'instant précis où une France renouvelée annonçait au monde qu'elle ne se laisserait plus intimider. Nous sommes le 15 septembre 2025, au sommet du G20 de Buenos Aires. Pour Trump, la réunion devait ressembler à tant d'autres. Une occasion de rappeler la suprématie américaine. Depuis son retour à la Maison-Blanche, il avait repris son style familier, bousculer les partenaires européens, dénoncer leurs choix politiques et exercer une pression constante pour les faire céder. Et parmi toutes ces cibles, la France occupait une place particulière. D'autant plus, pensait-il, qu'elle était désormais dirigée par un premier ministre jeune, supposé inexpérimenté, à la tête d'un pays secoué par une crise intérieure profonde. 7 jours avant la rencontre internationale, dans la résidence de Mar-a-Lago transformée en quartier général, Donald Trump peaufinait sa stratégie entouré de ses conseillers les plus fidèles. Devant les rapports des services américains, il laissa échapper un sourire méprisant. « Lecornu, un adversaire insignifiant », lança-t-il. 39 ans, presque aucune présence sur la scène mondiale et un pays secoué par des troubles internes. Pour Trump, l'affaire semblait déjà réglée. Selon lui, 2 minutes suffiraient pour faire plier ce jeune dirigeant. Le scénario était limpide. Critiquer ouvertement la position française sur 4 minutes. À peine le temps d'un souffle, mais assez pour marquer l'histoire pendant longtemps. Quelques instants plus tôt, Donald Trump venait d'achever une charge virulente contre Sébastien Lecornu et contre la ligne française sur la guerre en Ukraine. Assis face au premier ministre français, il affichait ce sourire hautain qu'on lui connaît bien, persuadé d'assister, comme souvent, à une reddition polie. Mais la scène prit soudain une tournure inattendue. Lecornu se leva, calmement, et prononça quelques phrases qui glacèrent littéralement la délégation américaine. La salle entière comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un banal échange diplomatique. Ce moment allait devenir autre chose. L'instant précis où une France renouvelée annonçait au monde qu'elle ne se laisserait plus intimider. Nous sommes le 15 septembre 2025, au sommet du G20 de Buenos Aires. Pour Trump, la réunion devait ressembler à tant d'autres. Une occasion de rappeler la suprématie américaine. Depuis son retour à la Maison-Blanche, il avait repris son style familier, bousculer les partenaires européens, dénoncer leurs choix politiques et exercer une pression constante pour les faire céder. Et parmi toutes ces cibles, la France occupait une place particulière. D'autant plus, pensait-il, qu'elle était désormais dirigée par un premier ministre jeune, supposé inexpérimenté, à la tête d'un pays secoué par une crise intérieure profonde. 7 jours avant la rencontre internationale, dans la résidence de Mar-a-Lago transformée en quartier général, Donald Trump peaufinait sa stratégie entouré de ses conseillers les plus fidèles. Devant les rapports des services américains, il laissa échapper un sourire méprisant. « Lecornu, un adversaire insignifiant », lança-t-il. 39 ans, presque aucune présence sur la scène mondiale et un pays secoué par des troubles internes. Pour Trump, l'affaire semblait déjà réglée. Selon lui, 2 minutes suffiraient pour faire plier ce jeune dirigeant. Le scénario était limpide. Critiquer ouvertement la position française sur l'Ukraine, exposer les incohérences supposées du premier ministre, puis contraindre Paris à se rallier à la ligne américaine. Dans l'esprit de Trump, l'issue ne faisait aucun doute. Pendant 4 années, il avait dominé Emmanuel Macron dans leur face-à-face. Alors, un chef de gouvernement encore plus jeune? Cela promettait d'être encore plus simple. Mais il venait de commettre une erreur de jugement. Trump n'avait pas compris une chose essentielle. Sébastien Lecornu n'était pas Macron. Durant les mois précédents, le nouveau dirigeant français avait observé attentivement la mécanique trumpienne. Il en avait disséqué les méthodes, étudié les tactiques d'intimidation, repéré les failles. Et il avait compris quelque chose que peu de gens avaient remarqué. Derrière l'assurance provocatrice de Trump se cachait une faiblesse très particulière.
Il ne supportait absolument pas d'être contredit devant témoins. Lorsque le sommet débuta, l'atmosphère semblait parfaitement ordinaire. On parlait d'économie mondiale, de friction commerciale, de climat. Rien d'inhabituel pour un G20. Pendant ce temps, le cornu restait presque effacé. Il écoutait attentivement, griffonnait quelques notes, donnait l'impression d'un dirigeant encore en phase d'apprentissage face à des figures plus expérimentées. Exactement l'image que Trump espérait voir. Puis, à 16h30 précise, le président américain demanda la parole lors de la session consacrée à la sécurité internationale et au conflit ukrainien. « Mes chers collègues », lança-t-il avec cette tonalité faussement bienveillante qu'il affectionnait, « il est temps de parler franchement de l'Ukraine et des responsabilités de chacun. » Son regard glissa immédiatement vers le cornu. Le message était transparent. Toute la salle comprit que la cible était désignée. Certains pays européens, je ne donnerai pas de nom, mais chacun voit très bien de qui je parle, affirment soutenir Kiev, continua-t-il en fixant le premier ministre français. Pourtant, leurs actes racontent une toute autre histoire. Trump déroula alors son attaque avec une précision presque chirurgicale. Chaque phrase semblait conçue pour rabaisser. Tandis que les États-Unis envoient des milliards et des équipements militaires avancés, certains alliés se contentent de discours élégants et de promesses vagues. Le message était limpide. Selon lui, la France n'en faisait pas assez. Et il enfonça le clou. En Europe, nous voyons parfois des dirigeants très jeunes, très novices, qui parlent beaucoup mais agissent peu. Or, l'Ukraine a besoin d'autorité et d'actions concrètes, pas de beaux discours. La seconde salve de Trump ne laissait plus place au doute. Cette fois, la cible était clairement Sébastien Lecornu. Le président américain poursuivit, insinuant que certains dirigeants européens semblaient davantage préoccupés par leurs problèmes intérieurs que par la guerre en Ukraine. Selon lui, pendant que certains gouvernements s'enlisent dans leurs querelles domestiques et tentent de calmer leurs propres turbulences politiques, les Ukrainiens continuent de payer le prix du sang. L'allusion aux manifestations qui secouaient la France était transparente. Trump enfonça le clou avec une pointe de sarcasme. Peut-être, suggéra-t-il, que si certains responsables passaient moins de temps à négocier avec leurs grévistes et davantage à soutenir concrètement Kiev, le conflit serait déjà réglé. Le message était brutal, presque théâtral. L'humiliation était publique, calculée, assumée. Puis vint la conclusion, fidèle à son style habituel. « Les États-Unis, déclara-t-il, ne sauraient éternellement porter seuls le poids de la sécurité du continent européen. » Les Alliés avaient donc un choix à faire. Prendre enfin leurs responsabilités ou voir Washington réévaluer la nature de son engagement. Après cette déclaration, Trump regagna sa chaise avec un air satisfait, persuadé d'avoir parfaitement exécuté sa stratégie. Dans la salle, plusieurs délégations européennes tournèrent leur regard vers Lecornu. Certains affichaient une compassion discrète, d'autres une curiosité presque fébrile. Une question flottait dans l'air. Comment ce jeune chef du gouvernement français allait-il répondre à une humiliation aussi ouverte? C'est alors que la scène prit une tournure inattendue. Sébastien Lecornu se leva lentement, sans demander l'autorisation de parler. Il n'adressa aucun regard au modérateur. Il se contenta de se redresser, posa calmement ses mains sur la table et fixa Donald Trump droit dans les yeux. La pièce entière sembla retenir son souffle. « Monsieur le président Trump, » commença-t-il d'une voix étonnamment posée, « je vous remercie pour cette remarquable leçon d'engagement international. Elle prend une saveur toute particulière lorsqu'elle vient du chef d'un pays aussi expérimenté dans ce domaine. » Les mots semblaient courtois, presque diplomatiques. Pourtant, dans l'intonation de Lecornu se glissait une pointe qui fit immédiatement se raidir Trump. Puis le premier ministre français poursuivit. « Vous évoquez le leadership. Très bien. Permettez-moi alors de rappeler quelques épisodes récents du leadership américain. » Sans détourner son regard, il enchaîna. Qui avait organisé un retrait si chaotique d'Afghanistan, abandonnant alliés et partenaires sur place? Qui avait soudainement lâché les forces kurdes en Syrie? Et qui, à plusieurs reprises, avait menacé de quitter l'OTAN si les contributions financières ne lui semblaient pas suffisantes? À mesure que ces questions tombaient les unes après les autres, le visage de Trump changea de couleur. La scène ne se déroulait clairement pas comme il l'avait imaginé.
Le cornu poursuivit, toujours sans détourner le regard. « Vous évoquez l'application française? Très bien, parlons-en. » Sa voix resta calme, mais le ton devenait de plus en plus mordant. Peut-être faudrait-il commencer par rappeler un détail historique. Lorsque l'Amérique n'était encore qu'un ensemble de 13 colonies insurgées contre la couronne britannique, qui se tenait déjà à ses côtés? Qui a contribué à votre indépendance? La remarque résonna comme une gifle diplomatique. Puis il enchaîna. Vous évoquez les sacrifices financiers. Très bien. Savez-vous ce que représente l'aide française à l'Ukraine rapportée à notre économie? Savez-vous combien d'Ukrainiens la France accueille proportionnellement à sa population comparé aux États-Unis? Les chiffres, eux, ne mentent jamais. Le cornu continua, implacable. Et puisqu'il est question de leadership, où se trouvait ce leadership américain lorsqu'il fallait rassembler les Européens? Qui a réellement travaillé à convaincre les pays hésitants de rejoindre l'effort commun? Il marqua une courte pause. Dans la salle, chaque mot semblait encore flotter dans l'air. Puis il conclut avec une pointe d'ironie froide. Et maintenant, vous souhaitez nous expliquer comment gérer nos propres difficultés internes. Très bien. Dans ce cas, peut-être devrions-nous aussi évoquer les vôtres. Trump tenta d'intervenir, mais le cornu poursuivit, imperturbable. Combien de fusillades de masse ont frappé les États-Unis cette année? Combien de citoyens américains meurent faute d'accès aux soins médicaux? Et votre taux d'incarcération, comment se compare-t-il à celui des autres démocraties développées? Chaque interrogation tombait comme une lame. Puis il élargit encore le champ. Ou préféreriez-vous que nous parlions de la politique extérieure américaine, qui a trompé le monde avec les fameuses armes de destruction massive en Irak? Qui a contribué au chaos durable du Moyen-Orient? Et qui, par des interventions mal maîtrisées, a favorisé l'essor de Daesh? Les questions s'enchaînaient, chacune plus tranchante que la précédente. Et soudain vint la phrase qui fit basculer l'atmosphère. « Monsieur le président Trump, pensez-vous sincèrement qu'une nation ayant choisi à 2 reprises un dirigeant poursuivi pour 91 chefs d'accusation soit la mieux placée pour donner des leçons de gouvernance au reste de la planète? » Un silence brutal envahit la salle. Trump devint blême. Les membres de sa délégation évitaient désormais les regards. Personne n'avait imaginé une riposte aussi frontale. Mais le cornu continua. « Ne vous méprenez pas, ajouta-t-il d'un ton ferme. Je ne suis pas ici pour attaquer l'Amérique. Je suis ici pour défendre la France et rappeler quelques réalités. » Trump tenta de reprendre la parole. Le cornu leva simplement la main. « Un instant, Monsieur le Président, vous avez déjà eu tout le temps nécessaire. » Puis il reprit. « Sur la question ukrainienne, la France n'a de leçons à recevoir de personne. Nous sommes engagés depuis le premier jour. Nos militaires forment les forces ukrainiennes. Nos techniciens restaurent les infrastructures détruites. Nos diplomates travaillent à leur avenir européen. » Il se pencha légèrement vers son micro. « Et tout cela, nous le faisons sans spectacle, sans message sur les réseaux sociaux, sans chercher les applaudissements. » Enfin, il conclut. « Vous voulez connaître la différence entre l'aide française et l'aide américaine? La France agit parce qu'elle estime cela juste. Les États-Unis, eux, agissent souvent parce qu'ils y voient un intérêt. La France regarde l'Ukraine comme un partenaire à protéger. Pour certains, l'Ukraine représente un champ de bataille. Pour d'autres, visiblement, c'est surtout un marché prometteur, lança le cornu avec une froideur calculée. Puis il marqua un silence volontaire, laissant la phrase s'installer dans l'esprit de toute la salle. Ensuite, il enchaîna. Quant au leadership, permettez-moi une précision. Un dirigeant digne de ce nom n'intimide pas ses partenaires. Il leur donne envie de le suivre. Il ne ridiculise pas ses alliés devant les caméras. Il leur témoigne du respect. Et il ne transforme pas la diplomatie en chantage permanent. Il discute, il construit, il convainc. Chaque phrase tombait avec la précision d'un coup direct. Puis le cornu se tourna pleinement vers Trump. « Monsieur le Président, vous êtes à la tête de la première puissance de la planète. Pourtant, à bien des égards, votre attitude rappelle davantage celle d'un autocrate de second rang. » La salle se raidit. Votre pays possède une force immense, mais l'élégance politique ne semble pas être votre spécialité. Vous détenez un pouvoir colossal,
sans pour autant disposer de l'autorité morale qui devrait l'accompagner. Et la conclusion arriva, implacable. Savez-vous ce qui distingue réellement un chef d'État d'un tyran, Monsieur le Président? Il continua presque lentement. Le premier rassemble, le second fracture. Le premier élève ses partenaires, le second les rabaisse. Le premier gagne le respect, le second gouverne par la peur. Puis le cornu posa la question qui fit vaciller la pièce. Alors dites-moi, Donald Trump, dans quelle catégorie vous situez-vous? Trump bondit presque de sa chaise. Comment osez-vous? Les États-Unis! Mais le cornu le coupa sans hausser la voix. Oui, j'ose, Monsieur le Président, parce que je parle au nom de la France. Et la France n'a jamais hésité à dire la vérité au pouvoir, même lorsque ce pouvoir s'appelle les États-Unis d'Amérique. Le président de séance tenta d'apaiser la situation, mais il était déjà trop tard. La tension avait franchi un point de non-retour. Le cornu regagna tranquillement son siège, croisa les bras et observa la scène. En face de lui, Trump restait debout, le visage fermé, cherchant visiblement ses mots. Un moment presque irréel. L'homme connu pour ses provocations permanentes venait pour la première fois d'être réduit au silence. Et l'onde de choc ne tarda pas. Dans les heures qui suivirent l'épisode de Buenos Aires, la planète médiatique s'enflamma. Certains journaux titraient « Trump humilié par la France ». La BBC analysait « Le cornu pulvérise le président américain ». Der Spiegel écrivait « Un nouveau leader européen ose défier Washington ». Mais les réactions les plus fascinantes vinrent directement des États-Unis, et pendant que les caméras tournaient, les véritables secousses se produisaient en coulisses. Dans toute l'Europe, les lignes téléphoniques chauffaient. Bruxelles appelait Paris pour envisager une stratégie européenne commune face à Washington. Berlin s'interrogeait. La France serait-elle prête à prendre la tête d'une nouvelle orientation politique sur le continent? À Rome, certains responsables évoquaient même l'idée d'un axe franco-italien pour équilibrer les rapports de force transatlantiques. Et à Londres, malgré le Brexit, on commençait discrètement à rechercher un rapprochement avec cette France qui venait de prouver qu'elle pouvait tenir tête à Donald Trump. Ce que le cornu ne savait pas encore, c'est qu'au même moment, plusieurs étages sous terre à Washington, l'atmosphère était tout sauf tranquille. Dans les salles sécurisées du Pentagone, des officiers supérieurs américains venaient d'être convoqués en urgence. Tous avaient assisté, en direct, à la scène de Buenos Aires. La question qui planait autour de la table était simple et inquiétante. Si les Européens commencent à contester publiquement l'autorité américaine, que devient notre architecture stratégique mondiale? Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, certains responsables militaires américains envisageaient une hypothèse jusque-là impensable. L'Alliance atlantique n'était peut-être plus un réflexe automatique. Pendant ce temps, à Langley, au siège de la CIA, l'agitation était tout aussi intense. Les analystes épluchaient dossiers et bases de données pour comprendre un phénomène inattendu. Le cornu. Qui était réellement cet homme qui venait de ridiculiser leur président devant la planète entière? D'où venait cette assurance? Était-il soutenu par un réseau discret de puissance ou d'alliés? La surprise fut immense lorsque les agents découvrirent qu'ils ne possédaient pratiquement aucun dossier détaillé sur le premier ministre français. Pendant des années, il était resté hors du champ d'attention des services américains. Et c'était précisément ce qui avait rendu possible son coup d'éclat. En France, l'impact politique fut comparable à un séisme. Avant le G20, les enquêtes d'opinion lui accordaient à peine 23% de soutien. 2 jours plus tard, sa popularité avait grimpé à 67%. Le phénomène devint encore plus surprenant lorsque ses adversaires politiques eux-mêmes commencèrent à saluer son attitude. Marine Le Pen reconnut publiquement « Je ne partage pas ses orientations, mais au moins, il défend l'honneur de la France. » Jean-Luc Mélenchon, de son côté, lança « Enfin un responsable français qui ne se met pas à genoux devant Washington. » Une telle convergence politique était presque inimaginable. À l'Élysée, l'inquiétude montait. Depuis sa retraite confortable, Emmanuel Macron observait la scène avec une certaine amertume. En quelques minutes, son successeur semblait avoir accompli ce qu'il n'avait jamais réussi à incarner pendant des années. Une France à nouveau fière et respectée.
Chez les anciens macronistes, le sentiment était partagé. Certains se réjouissaient de voir leur camp politique triompher. D'autres ne pouvaient s'empêcher de penser que leur ancien leader avait peut-être manqué d'audace. Mais c'est à Washington que le choc fut le plus brutal. Dans les couloirs de la Maison-Blanche, l'ambiance était lourde. Les conseillers de Trump comprenaient qu'ils venaient d'assister à un moment charnière. Le chef de cabinet finit par murmurer, avec prudence, « Monsieur le Président, peut-être serait-il judicieux d'envisager une déclaration d'excuses. » La réaction de Trump fut immédiate. « Présenter des excuses à ce jeune Français? Jamais. » Pourtant, au fond de lui, une évidence commençait à s'imposer. Ce qui venait de se produire à Buenos Aires pourrait bien marquer un tournant irréversible pour sa présidence. Pour Donald Trump, le coup le plus douloureux ne venait pas de l'étranger, mais de son propre camp. À Washington, plusieurs élus républicains commençaient discrètement à prendre leur distance. En coulisses, un sénateur confia aux journalistes « Le président nous place dans une situation impossible. Comment défendre quelqu'un qui vient d'être tourné en ridicule par un dirigeant français? » Pour la première fois depuis son retour au pouvoir, Trump avait le sentiment que le terrain se dérobait sous ses pieds. Du côté démocrate, la réaction était plus ambiguë. Les opposants de toujours ne savaient plus vraiment comment réagir. Comment attaquer Trump quand un chef d'État étranger venait de le faire et avec une efficacité redoutable? Dans sa maison du Delaware, Joe Biden suivait la scène en boucle à la télévision. Entre amusement et regret, il aurait confié à son entourage « Franchement, j'aurais dû être celui qui lui disait ça. » Pendant ce temps, le cornu découvrait que sa réplique avait provoqué un phénomène inattendu. Son téléphone n'arrêtait plus de sonner. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demandait une rencontre urgente. Le chef du gouvernement britannique sollicitait une discussion bilatérale. Même le secrétaire général de l'ONU cherchait à obtenir un entretien. 4 minutes avaient suffi pour transformer le premier ministre français en l'homme politique le plus recherché de la planète. Mais l'appel qui le toucha le plus ne venait ni de Kiev, ni de Londres, ni de New York. Il provenait de Paris, à l'Assemblée nationale. Pour la première fois depuis son arrivée à Matignon, les partis d'opposition acceptaient de suspendre leur motion de censure. Le président du groupe Les Républicains résuma l'état d'esprit général. On ne s'attaque pas à quelqu'un qui vient de rendre sa fierté au pays. Cette trêve politique totalement inattendue offrait à Lecornu une liberté d'action qu'aucun premier ministre n'avait connue depuis longtemps. 3 jours après la scène de Buenos Aires, Donald Trump tenta de reprendre l'avantage. Il convoqua la presse à la Maison-Blanche pour minimiser l'épisode, mais l'opération ne se déroula pas comme prévu. Encouragés par ce qu'ils avaient vu au G20, les journalistes américains se montrèrent bien plus incisifs que d'habitude. « Monsieur le Président, pourquoi n'avez-vous pas répondu aux accusations du premier ministre français? Envisagez-vous de présenter des excuses aux alliés européens? Votre silence face à Lecornu ne révèle-t-il pas une faiblesse? » Trump tenta d'esquiver. « Ce Lecornu, personne ne sait vraiment qui c'est. La France traverse une crise grave. Il cherche simplement à détourner l'attention. » Mais plus il parlait, plus la situation empirait. Sa tension était visible. Son irritation impossible à cacher. Les journalistes avaient compris où frapper. Trump ne supportait tout simplement pas qu'on lui rappelle son humiliation face aux dirigeants français. L'impact de la scène de Buenos Aires ne s'arrêta pas au mur du sommet. Très vite, une réaction en chaîne se déclencha à travers le globe. Au Canada, Justin Trudeau s'appuya sur l'exemple français pour rejeter publiquement une demande commerciale américaine jugée excessive. En Allemagne, Olaf Scholz déclara que l'Europe devait désormais renforcer sa capacité d'action indépendante face à Washington. En Italie, Giorgia Meloni parla ouvertement de la nécessité pour le continent de retrouver sa dignité face aux pressions américaines. Mais c'est en Asie que les secousses furent les plus frappantes. Le Japon, pourtant l'un des partenaires les plus fidèles des États-Unis, commença à évoquer une ligne diplomatique plus autonome. La Corée du Sud annonça qu'elle réexaminerait certains volets de sa coopération militaire avec Washington. Même l'Australie, membre du réseau stratégique des Five Eyes, se mit à s'interroger sur l'ampleur de sa dépendance envers les États-Unis. Le signal était limpide. Si Paris avait osé tenir tête à la première puissance mondiale, pourquoi les autres s'en priveraient-ils?
Ironiquement, Lecornu lui-même ne s'attendait pas à un tel bouleversement. Dans l'avion qu'il ramenait vers la France, il confia à ses proches. « Je voulais simplement défendre l'honneur de notre pays. Je n'imaginais pas provoquer un séisme diplomatique. » Son directeur de cabinet lui répondit avec un sourire. « Monsieur le Premier ministre, vous avez simplement dit tout haut ce que beaucoup de dirigeants pensaient tout bas. Vous avez ouvert la voie. » Lorsque l'avion atterrit à Roissy, la scène ressemblait à un accueil de victoire. Malgré l'heure tardive, des centaines de personnes étaient venues saluer celui qui, en quelques minutes, avait redonné fierté à tout un pays. Depuis longtemps, la Marseillaise n'avait pas été chantée avec autant de conviction. Les images de cette foule enthousiaste firent rapidement le tour des médias internationaux. Pour beaucoup d'observateurs, quelque chose venait de changer en profondeur dans l'attitude française. Le lendemain, Lecornu se présenta devant l'Assemblée nationale pour un discours exceptionnel. L'hémicycle était plein à craquer, l'atmosphère chargée d'électricité. Lorsqu'il prit la parole, un silence presque solennel s'imposa. « Mesdames et messieurs les députés, déclara-t-il, hier à Buenos Aires, ce n'était pas un homme qui s'exprimait. C'était la France. Une France qui, depuis toujours, refuse de s'incliner devant qui que ce soit. » Les applaudissements éclatèrent immédiatement, venant de tous les rangs. Phénomène rare, droite et gauche se retrouvèrent debout en même temps. Marine Le Pen applaudit la première, bientôt suivie par Jean-Luc Mélenchon, puis par l'ensemble de l'hémicycle. En quelques minutes, Lecornu venait d'accomplir ce que beaucoup croyaient impossible: réconcilier les Français avec leurs dirigeants. Et peut-être même avec eux-mêmes. Mais le moment le plus marquant survint à la toute fin de la séance parlementaire. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, prit alors une décision totalement inattendue. Elle proposa d'organiser immédiatement un vote de confiance exceptionnel en faveur du premier ministre. Le résultat dépassa toutes les prévisions. 498 députés votèrent pour, seulement 79 contre, et aucun ne choisit l'abstention. Sous la Ve République, jamais un chef du gouvernement n'avait obtenu un soutien aussi massif. Les semaines suivantes confirmèrent que quelque chose avait profondément changé en France. Les manifestations qui paralysaient le pays s'arrêtèrent net. L'économie retrouva progressivement son équilibre, la bourse repartit à la hausse, et l'état d'esprit des Français évolua lui aussi. Les enquêtes d'opinion reflétaient ce nouvel élan. Pour la première fois depuis longtemps, le sentiment de fierté nationale semblait renaître. 6 mois après la confrontation de Buenos Aires, les relations entre l'Europe et les États-Unis n'étaient plus les mêmes. L'Alliance atlantique cessait d'apparaître comme une relation de dépendance. Elle ressemblait désormais davantage à un partenariat entre égaux. Et tout cela avait commencé par 4 minutes d'audace française. Aux États-Unis, l'épisode provoqua aussi un début de remise en question. De plus en plus d'Américains exprimaient leur malaise face à la méthode Trump. Un sénateur républicain confia au Washington Post « Ce dirigeant français a exprimé publiquement ce que beaucoup d'entre nous pensent en privé. » Pour la première fois depuis son retour au pouvoir, Trump se retrouvait contesté jusque dans son propre camp. En France, les conséquences furent encore plus visibles. Les manifestations cessèrent presque du jour au lendemain. Les grèves prirent fin et les travailleurs reprirent leur activité. À la Bourse de Paris, l'indice bondit de 8% en une seule journée. Soudain, les Français réalisaient qu'ils avaient à leur tête un dirigeant capable de tenir tête au président américain. Et cette découverte changeait tout. Devant les caméras de BFM, un manifestant parisien déclara « Depuis des mois, je doutais de mon pays. Aujourd'hui, je suis à nouveau fier d'être français. » En l'espace de 4 minutes, Sébastien Lecornu était devenu le dirigeant européen qui avait osé dire non à Donald Trump. Pourtant, face à cet immense écho, il resta étonnamment mesuré. Dans l'avion qu'il ramenait vers la France, il confia simplement à ses conseillers « Ce n'était pas une attaque personnelle, c'était une nécessité. » Quelqu'un devait rappeler aux États-Unis que l'Europe n'est plus leur dépendance. 3 jours après la tempête diplomatique du G20, Donald Trump tenta de reprendre la main. Depuis la salle de presse de la Maison-Blanche, il convoqua les journalistes pour, officiellement, clarifier la situation. Mais dès les premières questions, le sujet unique s'imposa. Buenos Aires et Lecornu. Monsieur le Président, comment réagissez-vous aux accusations du chef du gouvernement français?
Votre silence face à lui vous met-il dans l'embarras? Envisagez-vous de présenter des excuses à vos partenaires européens? Trump tenta de réduire l'affaire à une simple agitation médiatique. Le cornu, personne ne sait vraiment qui c'est. La France traverse une crise grave. Il essaie juste de détourner l'attention. Pourtant, plus il parlait, plus il révélait l'effet qu'avaient produit les mots du premier ministre français. Son irritation transparaissait à chaque réponse. Sa frustration était impossible à cacher. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, le cornu vivait une situation totalement différente. Les messages de félicitations affluaient. Volodymyr Zelensky l'appela personnellement pour lui exprimer sa gratitude. Le chancelier allemand salua son courage. Même Pékin fit parvenir un message respectueux au nom de Xi Jinping. En quelques minutes seulement, le chef du gouvernement français était passé du statut de dirigeant discret à celui d'acteur majeur de la scène internationale. Mais la transformation la plus spectaculaire concerna l'Alliance atlantique elle-même. Encouragés par l'attitude française, plusieurs gouvernements européens commencèrent à résister plus ouvertement aux demandes venues de Washington. Berlin refusa d'augmenter ses achats d'armements américains. Rome repoussa les pressions visant à limiter ses relations commerciales avec la Chine. Peu à peu, l'Europe découvrait une idée nouvelle. Il était possible de dire non aux États-Unis sans provoquer l'effondrement du monde occidental. 6 mois après l'épisode de Buenos Aires, l'équilibre des relations transatlantiques avait changé en profondeur. L'OTAN ne ressemblait plus à une hiérarchie implicite, mais plutôt à une coopération entre partenaires d'égale dignité. Et tout cela trouvait son origine dans un moment minuscule, 4 minutes de courage français. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Personne n'avait prévu l'effet psychologique que cet affrontement aurait sur Donald Trump lui-même. L'homme qui avait construit sa réputation sur l'intimidation et la domination verbale faisait soudain une expérience nouvelle, celle d'être publiquement humilié. Et cette blessure, loin de disparaître, commençait à le ronger de l'intérieur. Dans les semaines suivant l'épisode de Buenos Aires, l'entourage de Donald Trump commença à remarquer une évolution troublante dans son attitude. Le nom de Lecornu revenait sans cesse dans ses conversations. Le président américain suivait chacune de ses déclarations, scrutait ses interviews et perdait son sang-froid dès qu'un journaliste rappelait leur face-à-face au G20. Lors des réunions matinales à la Maison-Blanche, une phrase revenait comme un refrain inquiétant. « Il faut faire tomber ce Français ». Peu à peu, certains conseillers commencèrent à se demander si cette fixation ne devenait pas dangereuse. 1 mois, jour pour jour, après l'incident du sommet, le 15 octobre 2025, Trump franchit une ligne qu'il aurait peut-être dû éviter. Devant environ 15 000 partisans réunis pour un meeting en Floride, il se laissa emporter par sa colère. « Ce lecornu, ce Français prétentieux, pense pouvoir m'humilier », lança-t-il à la foule. « Je vais lui montrer ce que signifie réellement la puissance américaine. Nous allons isoler la France. » Et elle finira par céder. Ses supporters applaudirent avec enthousiasme. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que les caméras tournaient. En quelques heures, la vidéo circulait sur toutes les chaînes et sur les réseaux du monde entier. Le résultat fut catastrophique pour Trump. Menacer publiquement un allié démocratique et parler de le contraindre à obéir ressemblait précisément au type d'attitude autoritaire que Lecornu venait de dénoncer. Même aux États-Unis, la presse ne pouvait plus ignorer l'affaire, y compris les journaux traditionnellement favorables au président. Le Wall Street Journal titra « Trump confirme les critiques venues de France ». USA Today analysa « Le président américain menace un partenaire démocratique ». En Europe, la réaction fut rapide et presque unanime. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 27 États membres de l'Union européenne publièrent un communiqué commun condamnant les propos du président américain contre l'un des leurs. L'OTAN elle-même, dans un message soigneusement formulé mais lourd de sens, rappela que les alliés doivent se traiter avec respect. Mais la réponse la plus remarquable vint de Paris. Plutôt que de répliquer avec virulence, Lecornu choisit une posture de calme blessé. Lors d'une conférence de presse à Matignon, il se contenta de déclarer « Je regrette que le président des États-Unis ait choisi cette direction. La France continuera toujours à tendre la main à ses partenaires, même lorsqu'ils se trompent. » Cette retenue élégante eut un effet redoutable.
Sans hausser le ton, le cornu venait d'infliger à Trump un revers politique encore plus sévère que n'importe quelle attaque frontale. La secousse politique à Washington ne se fit pas attendre. Déjà fragilisés par l'épisode de Buenos Aires, plusieurs élus républicains commencèrent à exprimer ouvertement leur malaise face au comportement du président. Paul Ryan, ancien président républicain de la Chambre des représentants, sortit même de son silence pour rappeler une évidence. On ne traite pas ses alliés de cette manière. Même Ron DeSantis, pourtant en concurrence avec Trump pour l'avenir du parti, prit ses distances. Selon lui, les États-Unis devaient continuer à respecter leurs partenaires démocratiques. Mais la véritable tempête éclata quelques jours plus tard. Le 5 novembre 2025, le Washington Post publia une enquête explosive basée sur des informations provenant directement de la Maison-Blanche. Les révélations étaient stupéfiantes. Donald Trump aurait demandé à la CIA d'enquêter sur la vie personnelle de Sébastien Lecornu dans l'espoir de trouver des éléments compromettants. L'objectif, selon les fuites, aurait été de disposer de moyens de pression contre le dirigeant français. Plus troublant encore, le président américain aurait aussi demandé au Pentagone d'examiner la possibilité d'imposer des sanctions économiques ciblées contre la France, un pays pourtant allié. La réaction fut immédiate. À Washington, l'indignation traversa les deux camps politiques. D'utiliser les services de renseignement américains contre un dirigeant démocratique allié dépassait une limite que même certains fidèles de Trump refusaient de franchir. Le Congrès adopta alors une résolution officielle de blâme contre le président, soutenue y compris par plusieurs parlementaires républicains, un geste rarissime. À Paris, la réaction fut tout aussi ferme. Le cornu convoqua l'ambassadeur des États-Unis pour demander des explications. Mais il posa aussi un acte hautement symbolique. La visite d'État que Donald Trump devait effectuer en France au printemps 2026 fut annulée. Sa justification fut brève mais tranchante. La France n'accueille pas ceux qui l'espionnent. La France fit rapidement le tour du monde et ridiculisa encore un peu plus le président américain. Mais la blessure la plus profonde vint de son propre camp. Le 20 novembre 2025, 15 sénateurs républicains publièrent une lettre ouverte appelant Donald Trump à retrouver la dignité liée à sa fonction. Parmi eux figuraient des figures influentes comme Mitch McConnell ou Lindsey Graham, jusque-là considérés comme des soutiens solides du président. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, le cornu recevait un accueil triomphal au Parlement européen à Strasbourg. Son discours intitulé « Pour une Europe digne » fut applaudi debout par l'ensemble des groupes politiques, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. « Nous ne sommes soumis à personne », déclara-t-il sous les applaudissements. « L'Europe est un partenaire, jamais un protectorat. » Ces mots furent repris dans toutes les capitales européennes. La dynamique enclenchée continuait de s'étendre au-delà du continent. Le Japon rappela son ambassadeur à Washington pour consultation. La Corée du Sud annonça une révision de certains accords militaires avec les États-Unis. Au Canada, Justin Trudeau évoqua publiquement la nécessité de redéfinir l'équilibre des relations avec son voisin américain. Peu à peu, l'isolement diplomatique de Donald Trump prenait une dimension mondiale. Dans ce climat explosif, un nouvel épisode allait accélérer encore la chute politique du président américain. Le 15 décembre 2025, lors d'un sommet d'urgence de l'OTAN organisé à Bruxelles pour gérer la crise transatlantique, Sébastien Lecornu prononça un discours qui allait marquer un tournant décisif. Devant les caméras venues du monde entier, Lecornu prit la parole avec gravité. « Mesdames et messieurs, chefs d'État et de gouvernement de cette alliance, commença-t-il, il rappela d'abord ce qui, selon lui, constituait le cœur même de l'Alliance atlantique. La démocratie, la considération réciproque et la dignité des nations. Ces principes sont la raison même de notre coopération, poursuivit-il. Et ils ne peuvent coexister avec les menaces, les pressions ou l'espionnage entre partenaires. Puis il s'interrompit un instant, laissant le silence s'installer, avant de conclure d'une phrase qui allait marquer les esprits. L'Alliance atlantique survivra à Donald Trump. Elle a déjà traversé des crises bien plus graves. Mais elle ne survivra que si elle reste fidèle à ce qui la fonde. Et ses valeurs ne tolèrent ni le mépris, ni l'intimidation. La réaction fut immédiate. Dans la salle, les applaudissements éclatèrent, longs et unanimes.
Un à un, les dirigeants présents se levèrent. Aucun ne resta silencieux. La scène était sans précédent. Jamais, depuis sa création, l'OTAN n'avait vu ses membres exprimer aussi clairement leur désaveu à l'égard du chef de l'État de la puissance dominante de l'Alliance. Le soir même, les chaînes d'information américaines diffusaient en boucle les images du sommet. On y voyait un président américain isolé, tandis que les dirigeants occidentaux applaudissaient un premier ministre français qui venait de le contredire point par point. L'effet fut brutal dans l'opinion publique. Déjà fragilisée, la popularité de Trump chuta encore de 10 points. Pour la première fois depuis son retour à la Maison-Blanche, une majorité d'électeurs républicains déclara ne plus soutenir son action. Puis survint l'épisode qui acheva de bouleverser la situation politique. Le 22 décembre 2025, Mike Pence, ancien vice-président de Donald Trump, publia dans le New York Times une tribune au titre sans ambiguïté. « Pourquoi je ne soutiendrai pas Donald Trump ?» Dans ce texte particulièrement sévère, il écrivait notamment « Lorsqu'un dirigeant français doit rappeler à un président américain les principes fondamentaux de la démocratie, c'est que quelque chose ne fonctionne plus. » En 4 minutes, Sébastien Lecornu a incarné davantage de dignité présidentielle que Donald Trump en 4 années. Cette prise de position venant de son ancien allié porta un coup décisif à l'image de Trump. Dès lors, l'horizon politique se compliqua sérieusement pour lui. La perspective des primaires républicaines de 2028 s'annonçait comme une épreuve difficile. Ron DeSantis, Nikki Haley et d'autres prétendants prirent progressivement leur distance avec le président sortant. Un éditorial de Politico résuma brutalement la situation. L'époque Trump touche à sa fin. Pendant que la tempête politique secouait Washington, la trajectoire de Sébastien Lecornu prenait une dimension mondiale. En quelques semaines, le premier ministre français passa du statut de dirigeant discret à celui de figure internationale incontournable. Le magazine Time le consacra personnalité de l'année 2025. Forbes, de son côté, l'intégra dans la liste des dirigeants les plus influents de la planète. Et dans un retournement presque ironique de l'histoire, plusieurs universités américaines l'invitèrent à venir parler du leadership moral et de la responsabilité politique. Oui, un Français expliquant aux Américains l'art de gouverner. En France, les conséquences politiques furent profondes. Les sondages le plaçaient à près de 75% d'opinion favorable, un niveau jamais atteint par un premier ministre sous la Ve République. Mais le changement le plus marquant se joua ailleurs. La France semblait avoir retrouvé une stature internationale. Les capitaux étrangers revenaient, attirés par ce climat politique stabilisé. Le CAC 40 battait record sur record. Porté par ce regain de confiance, l'économie française enregistrait sa croissance la plus forte depuis une décennie. Le 31 décembre 2025, lors de son message de fin d'année adressé aux Français, Lecornu put dresser un bilan qu'aucun de ses prédécesseurs n'aurait imaginé. « Mes chers compatriotes, déclara-t-il, il y a 1 an encore, notre pays doutait de lui-même. Aujourd'hui, il est de nouveau respecté. » Il poursuivit. « Il y a 12 mois, nous étions divisés. Désormais, nous sommes rassemblés. Hier encore, certains nous menaçaient.